les cryptos baissent depuis hier, beaucoup paniquent. Pourtant, c'est une formidable opportunité d'entrée. Comme disait Rothschild, le moment d'acheter est quand le sang coule dans les rues, même si c'est le vôtre. Alors, si vous êtes déjà positionné sur les cryptos, que vous avez encore des liquidités, ou si vous n'êtes pas encore sur le marché, selon moi, on est face à une des dernières opportunités d'entrée aussi bas. Alors, bien entendu, on aura d'autres corrections, peut-être à la fin décembre, en janvier, mais très probablement, une partie des cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, elles ne reviendront plus à leur prix actuel, et ça pourrait durer seulement quelques jours, voire même peut-être quelques heures. Alors, plus que jamais, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Je précise que cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, mais simplement mon avis personnel. En tout cas, aujourd'hui, vous allez voir les différentes cryptos qui, selon moi, nous donnent des bonnes opportunités d'entrée. Et bien entendu, je les ai classées par narratif. Également, pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Crypto Fury, sur le marché maintenant depuis 2015. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour pas rater les prochaines vidéos. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous parler un peu rapidement de quelques graphiques intéressants. Donc là, on est sur le Total 3, autrement dit la capitalisation totale des altcoins en enlevant Bitcoin et Ether. Comme vous pouvez le voir, le market cap il a baissé donc de 20% depuis hier. Maintenant, si on revient un peu dans le passé, en 2021, on peut voir donc que le market cap de tous les altcoins est passé de 120 milliards à quasiment 1000 milliards. Autrement dit, on a fait quasiment un x10 sur la capitalisation totale des altcoins. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'alt season. Mais ce qu'on voit également sur ce graphique, c'est que même pendant la montée parabolique, il y a toujours des corrections. On voit qu'on a eu des grosses corrections à 34% ou 37% avant même de faire une grosse correction de 50%. Mais ce qu'on voit également, c'est que quand on zoome sur la même période que maintenant, c'est-à-dire autour de décembre 2020, on a également eu une correction de 30% et une autre de 31% durant le mois de janvier. Mais le point vraiment important à comprendre, c'est que même si on a eu des corrections, vous pouvez voir clairement sur le graphique qu'on n'est pas revenu sur les niveaux inférieurs. Autrement dit, même si en janvier 2021, on a aussi eu une correction de 30%, le market cap de tous les altcoins, il n'est pas revenu au cours auquel il était durant la période de décembre 2020. Et très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on continue de suivre ce schéma, donc du cycle précédent, il y a des prix que vous pouvez voir aujourd'hui sur les altcoins qui reviendront plus jamais pendant tout le cours du cycle. L'autre graphique intéressant à voir avant de passer donc à la présentation des différentes opportunités, c'est la dominance du Bitcoin. En 2021, on voit qu'on avait eu un pic le 21 décembre 2020, avec autour de 70% de dominance pour le Bitcoin. Et ensuite, on a chuté jusqu'à mai, là où on a eu le top de 2021. À l'heure actuelle, on a fait un sommet au-dessus des 60%, ça avait commencé à baisser, et là, on voit que la dominance, elle recommence à monter. Potentiellement, la dominance du Bitcoin pourrait augmenter durant les jours ou semaines à venir pour faire un top comme on avait fait autour du 21 décembre 2020. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal, c'est simplement de la spéculation. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite parler des différentes opportunités qu'on retrouve aujourd'hui. Le premier narratif qu'on va aborder, c'est celui des Layer 1 avec la première crypto, donc Theta Network. Avec un prix actuel de 2,29$ et on a eu une correction de 19% sur la semaine. Et pour moi, ça donne un bon point d'entrée. Et on va revenir sur le prix dans un instant, mais je vous propose déjà de vous parler un peu du projet. Alors, l'objectif de Theta, c'est de construire une plateforme de streaming vidéo qui est décentralisée. Autrement dit, une sorte de YouTube sur la blockchain. Il faut savoir que Theta, il a deux tokens, donc le Theta, qui va servir au stacking, à la gouvernance et la validation des blocs, mais ils ont également un deuxième token qui est le T-Fuel. Et cette fois-ci, il va servir aux transactions quotidiennes sur le réseau. Autrement dit, c'est ce qui va permettre de payer les utilisateurs et de récompenser également ceux qui fournissent la bande passante. Il faut savoir que Theta a noué pas mal de partenariats, notamment avec Google, Samsung et même avec des studios de cinéma. Côté tokenomics, il y a 1 milliard de jetons qui sont à l'heure actuelle donc tous en circulation. Donc ce qui est un très bon point, vous savez que moi j'essaie de privilégier les tokens qui sont totalement libérés. Même si je fais un peu moins attention durant le bull run, notamment quand je rentre sur des projets qui viennent juste de sortir. Concernant donc la valeur ajoutée et les avantages de Theta, c'est une réduction du coût d'infrastructure, donc par rapport à des plateformes classiques de streaming de jusqu'à 80%. Également, on a une meilleure qualité de streaming avec la distribution décentralisée. Il faut savoir que la qualité des transmissions, donc des vidéos que vous regardez, elle va dépendre de s'il y a des serveurs qui sont proches de vous ou pas. Autrement dit, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, même si le créateur l'a publiée aux États-Unis, quand vous la regardez, vous passez en fait par un data center qui est en Europe. Et plus le data center est proche, et meilleure est la communication jusqu'à chez vous. Donc vous comprenez bien que quand on a un service de streaming sur la blockchain, et là on a des nœuds un peu partout à travers le monde avec des nœuds qui sont très proches de chez vous, ce qui va augmenter la communication, donc la qualité potentiellement des vidéos que vous regardez. Maintenant, par rapport au point négatif de Theta, il y a le fait qu'ils aient deux tokens, donc ça vient diluer un peu le potentiel du projet. J'aurais préféré par exemple que le Theta serve également aux transactions sur le réseau et qu'il n'y ait pas de Theta Fuel. Également, c'est un marché qui est extrêmement compétitif parce que les entreprises du streaming d'aujourd'hui sont des véritables géants. Mais ça m'empêche pas de penser que le Theta va pas mal
performer durant le cycle en cours. Maintenant, côté graphique, vous pouvez voir que Theta, il a littéralement explosé début 2024. On est passé de 1 $ à 3,80 $ entre janvier et mars 2024. Donc littéralement en 3 mois. Après le cours, il a corrigé avec la chute de la crypto et on a eu un joli range durant l'été avant de venir faire le breakout au début du mois de novembre. Ensuite, on a atteint donc un nouveau pic autour des 3,30 $ et là à l'heure actuelle avec la correction, on est autour des 2,20 $. La capitalisation du Theta, elle est autour des 2 milliards et il faut savoir que durant le pic de 2021, on avait atteint les 11-12 milliards de capitalisation. Selon moi, le Theta a encore de beaux jours devant lui. Maintenant, selon moi, à l'échelle du cycle, le Theta pourrait faire un x5, x8. Et c'est également, selon moi, une opportunité intéressante à court terme parce que très rapidement, on pourrait revenir donc au niveau des 3,30 $ avant de venir passer le top des 3,70 et entrer dans la banana zone. On va maintenant parler de Polymesh, qui est un layer 1, qui est également dans le narratif des RWA. Donc à l'heure actuelle, on a un prix autour des 0,30 avec une capitalisation de 340 millions de dollars. Donc on est sur une market cap moyenne. Concernant le projet Polymesh, il propose tout simplement une blockchain qui est spécialisée dans les actifs financiers réglementés. Donc contrairement à d'autres blockchains comme Ether qui sont plus généralistes, là on est sur un layer 1 qui vise les actifs financiers réglementés. Il faut savoir que dans la finance traditionnelle, il y a énormément de normes à respecter et un des gros narratifs du cycle actuel, c'est les RWA, donc les actifs tokenisés du monde réel. Le projet pour moi, il est pas mal intéressant, il est concentré donc sur la sécurité et la conformité. Concernant le token en lui-même, il est utilisé pour la gouvernance, le stacking, mais également les frais de transaction sur le réseau. Et un des points qui est très important pour moi sur le projet Polymesh, c'est le soutien de Charles Hoskinson, qui, je le rappelle, c'est un des fondateurs d'Ethereum, mais également le fondateur de Cardano. Et pour ceux qui ont suivi, il y a quelques jours, il avait eu une réunion avec le gouvernement Trump. Et il avait également annoncé sur les réseaux qu'il allait faire partie des personnes qui allaient conseiller en fait le gouvernement américain dans sa prise de décision concernant la régulation de la crypto. Et étant donné qu'il soutient très fortement le Polymesh, pour moi ça va faciliter justement l'adoption des institutionnels concernant ce projet. Je rappelle également qu'au niveau des RWA, on a BlackRock qui a annoncé que d'ici 2030, le marché de la tokenisation d'actifs aura atteint un market cap de plusieurs dizaines de milliers de dollars, alors qu'à l'heure actuelle, on a à peine quelques dizaines de milliards. Maintenant, concernant l'analyse du prix, on avait atteint un top autour des 0,75 $ en avril 2024. Ensuite, la crypto, elle a fortement chuté avec le reste du marché et on a également eu une période de consolidation durant l'été avant de venir faire le breakout. On a atteint donc les 0,43 et là maintenant la correction, il est autour des 0,30. Donc rien que pour revenir au top d'avril 2024, on a déjà plus qu'un x2. Pour moi, le potentiel de Polymesh sur le cours, il est autour des x10. On est également sur le même type de graphique que Theta, donc pour moi, c'est aussi une bonne opportunité à court terme, avec un prix qui pourrait faire quasiment 50% s'il revenait simplement donc au top d'il y a quelques jours. Ok, maintenant la prochaine crypto, c'est le R-Wave, avec une capitalisation de 1,4 milliard. Cette fois, on est sur un layer 1 qui est également dans le narratif des DePIN, autrement dit des infrastructures décentralisées. Et je pense que pas mal de gens l'ont compris, c'est un des narratifs phares du cycle en cours. Le côté projet en lui-même, le R-Wave, il offre en fait un système de stockage permanent et décentralisé sur Internet. Autrement dit, une fois qu'une donnée elle est téléchargée, elle sera disponible à vie et ça pour un paiement unique. Contrairement au système de stockage qu'on retrouve sur Internet classique où on doit payer en fait un abonnement ou une récurrence chaque année pour pouvoir stocker des données, cette fois-ci, il suffit de payer une seule fois pour stocker ces données à vie sur la blockchain. Concernant le token en lui-même, il sert à payer le stockage sur le réseau, mais également à récompenser les mineurs. Le tokenomics, il n'est pas parfait, il y a 66 millions de tokens et on a également une distribution graduelle, donc il y a quand même un peu d'inflation sur le projet. Mais encore une fois, durant le bull run, je suis un peu moins regardant sur le tokenomics. Tant que le tokenomics, il n'est pas totalement catastrophique avec une inflation énorme, pour moi, ça reste ok. Concernant l'écosystème, on a plus de 400 applications décentralisées et on a pas mal de personnes qui sont intéressées à en lancer des nouvelles. Ils ont également des gros partenariats avec des entreprises comme Meta qui avaient en fait utilisé R-Wave pour stocker les NFT à l'époque quand ils les avaient acceptés. Et encore une fois, c'est que de la spéculation, mais pour moi, Meta, ils vont faire leur grand retour sur la crypto cette année. Côté avantage, on vient d'en parler, mais pour moi, c'est vraiment le fait de payer une seule fois pour stocker des données à jamais. Et pour moi, ce fait à lui seul, il risque de pousser R-Wave comme un des points centraux du Web3. L'autre point intéressant à souligner, c'est qu'ils sont soutenus par Andreessen Horowitz et également par Coinbase Venture, autrement dit le fonds d'investissement de Coinbase. Et pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, je vous avais déjà dit que Coinbase allait, selon moi, prendre une place prédominante dans le marché de la crypto durant le cycle, notamment depuis que Gary Gensler s'en est allé et maintenant qu'ils vont potentiellement lancer leur token dans les semaines à venir. Mais en plus de l'utilisation des projets sur le Web3, R-Wave il pourrait également donc profiter à l'IA pour venir stocker pas mal de données à froid et même au monde traditionnel pour créer des archives qui perdureraient éternellement. Maintenant, du côté du prix, on a eu un top en mai 2024 autour des 50 $ avant
de venir corriger et d'atteindre un point bas autour des 12 $. Le prix il a ensuite fortement monté depuis novembre autour des 28 $. Là, à l'heure où je vous parle, hein, il a corrigé de quasiment 50%. Donc pour moi, il y a un bon point d'entrée pour quelqu'un qui voudrait se positionner sur R-Wave. Côté potentiel, si on revient au top, on a déjà un x2,5 et pour moi, le R-Wave, il a un potentiel x10, x15 durant le cycle en cours. Et on passe tout de suite à la prochaine crypto qui est Injective, qui à l'heure actuelle est autour des 25 $ et qui a connu aussi une grosse correction durant les derniers jours. Le Injective, c'est une blockchain de Layer 1 qui propose donc des smart contracts, mais qui s'inscrit également dans le narratif des RWA avec les partenariats qu'ils ont fait. Ils ont notamment rejoint l'association des RWA. Le projet propose un écosystème qui offre en fait des transactions quasiment instantanées avec des coûts très faibles. J'ai pas mal utilisé la blockchain de Injective et les coûts ils sont vraiment très faibles et ça malgré l'augmentation de l'utilisation. Mais pour moi, le plus intéressant sur le projet, c'est le token en lui-même. Faut savoir qu'il est utilisé donc pour la sécurité du réseau, le stacking, et également les frais de transaction ainsi que la gouvernance. Donc jusque-là, plutôt classique. Par contre, le point intéressant, c'est qu'on a un système de burn. On a 60% des frais de transaction qui sont vendus aux enchères et qui ensuite permettent de brûler des injectives. Autrement dit, ça rend le token déflationniste, ce qui pourrait pousser fortement son prix à la hausse. Et je tiens à le préciser, pour moi, c'est un des projets les plus prometteurs sur le cycle en cours. Côté partenariat, ils sont soutenus par Binance Labs, mais également par Pantera Capital et Mark Cuban. Maintenant, il faut quand même préciser qu'il y a eu beaucoup de drama autour du milliardaire Mark Cuban, notamment à cause du fait qu'il a soutenu Kamala Harris pendant la présidentielle et il a reçu une grosse vague de haine sur Twitter. Mais pour moi, ça va pas entacher le projet. Après tout, c'est pas lui qui l'a fondé. En termes d'adoption, selon moi, Injective il pourrait venir capter une grosse partie du marché, notamment du trading dérivé, des NFT. Ils ont leur propre plateforme. J'avais d'ailleurs acheté des NFT sur la plateforme Thalys et j'ai également investi dans le token donc de la plateforme d'NFT principale sur Injective qui est Thalys. Mais ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, du côté du prix, on a eu un top autour des 48 $ en mars 2024 avant de venir corriger fortement. Ensuite, on a eu un range d'accumulation qu'on est venu casser également donc en novembre 2024 et on a atteint les 32 $ et là, depuis la correction, on est autour des 24 $. Côté cible de prix, pour moi, Injective, il a un potentiel x10, x15 durant le cycle en cours. Et rien que si on revenait au top de 2024, on aurait quasiment un x2. Maintenant, la prochaine crypto du top des Layer 1, c'est le SUI, qui a connu une correction d'à peu près 10% à l'heure où je vous parle. Là, on est sur une capitalisation qui est plus grosse, autour des 10 000 milliards de dollars. Et il se place à l'heure actuelle en 20e position du classement des market cap. Concernant la blockchain en elle-même, elle propose des smart contracts, donc des contrats intelligents. Niveau technologie, ils ont en fait une structure unique qui permet plus de scalabilité, donc traiter plus de transactions à plus grande échelle, et également des bonnes performances. Également, la blockchain, elle a été construite de sorte à pouvoir communiquer facilement avec les autres blockchains, ce qui est un bon point pour l'interopérabilité. Maintenant, concernant le potentiel, SUI pourrait venir capter une part du marché des applications décentralisées, et donc être un des concurrents d'Ethereum. Le token en lui-même, il sert à payer les frais de transaction pour la gouvernance et également la sécurité avec le stacking. Au niveau incitatif, l'approvisionnement total des SUI, il a été pensé pour venir encourager la participation au réseau et pour soutenir justement le développement économique. Et il faut savoir que la blockchain, elle arrive à traiter plusieurs milliers de transactions par seconde. Encore un autre point intéressant, c'est qu'ils ont créé pas mal de facilités pour les développeurs pour venir attirer le maximum d'applications décentralisées sur leur blockchain. Et un des gros points forts de SUI, c'est qu'ils ont fortement attiré l'attention des institutionnels. Et étant donné que c'est durant ce cycle qu'ils arrivent massivement, je pense que SUI pourrait encore pas mal performer. Maintenant, il faut savoir que SUI a touché son ATH il y a quelques jours seulement, autour des 4,47 $ avant de venir corriger autour des 3,60 $. Et pour moi, en termes de potentiel, le SUI pourrait encore faire un x3, x4 durant le cycle en cours. Et pour être transparent, je vous précise que moi je suis pas positionné sur le SUI, mais je voulais quand même vous indiquer qu'il y avait un bon point d'entrée à l'heure actuelle. Maintenant, concernant les corrections des autres Layer 1 intéressants, on a bien sûr Ethereum qui est autour des 3 500 $ alors qu'il était autour des 4 000 il y a quelques jours seulement. Et également Solana, le grand concurrent d'Ether qui est autour des 200 $ alors qu'il était venu toucher un nouvel ATH. Là, pour moi, en termes de potentiel, l'Ether pourrait atteindre les 10-12 000 $ durant le cycle en cours, donc à peu près un x3, x4. Et concernant Solana, je le verrai également un peu dans les mêmes eaux. Là, on est sur des capitalisations beaucoup plus grosses et pour moi, Ether et Solana sont intéressants comme base de portefeuille avec une grosse position. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il est plus vraiment temps d'entrer sur le Bitcoin, du moins à l'échelle du cycle. On pourrait voir un x2, peut-être un x3, difficilement plus, alors que Ether et Solana ont encore un peu plus de potentiel. Ok, maintenant qu'on a vu les layers 1, je vous propose de passer tout de suite au narratif de l'IA. Alors là, pas besoin de vous préciser que la grosse tendance, même sur les marchés traditionnels, c'est l'intelligence artificielle, notamment avec le lancement de ChatGPT, il y a maintenant quasiment 2 ans, du moins sur les nouvelles versions, et que selon moi, on risque d'avoir encore donc pas mal de remous et de mise en lumière des cryptos qui sont liés à l'IA. Et je pense même qu'elles sont encore très sous-évaluées alors
alors que c'est un des top narratifs du cycle en cours. S'il y a bien un narratif sur lequel j'ai plusieurs cryptos, c'est celui de l'IA et également celui des dépines qu'on verra tout à l'heure. Alors la première crypto qui offre une bonne opportunité d'entrée selon moi, c'est le NIR, qui à l'heure actuelle est autour des 6,13 $ avec une correction de plus de 14%. Concernant le projet, ils l'ont dit en eux-mêmes, la blockchain pour l'IA. En fait, l'objectif, c'est de fournir une plateforme de contrats intelligents, rapide, sécurisée et évolutive pour les applications décentralisées. Mais plus récemment, ils ont pris un gros virage pour se concentrer principalement sur l'IA. Côté technologie, il faut savoir qu'ils utilisent le sharding, ça améliore en fait les performances des transactions. Et ça permet notamment d'éviter les problèmes qu'on rencontre sur des blockchains comme celle d'Ethereum, avec des frais de transaction très chers, des problèmes également de vitesse de transaction. Et concernant l'écosystème en lui-même, un des points très intéressants, c'est qu'ils ont créé en fait toute une plateforme pour aider les développeurs à lancer très facilement des projets sur la blockchain. Concernant le token en lui-même, il permet de payer les frais de transaction. Il y a également un système de stacking, donc pour la sécurité du réseau. Et également, il participe à la gouvernance. Les gros avantages du projet, c'est déjà donc la scalabilité, donc ils peuvent traiter plusieurs milliers de transactions par seconde, mais également une interface utilisateur qui a été extrêmement simplifiée. Et enfin, leur dernier virage autour de l'IA, qui selon moi, avec les dépines, est le narratif phare du cycle en cours. Il faut également savoir qu'en plus de se concentrer maintenant sur l'IA, ils développent également des solutions pour le gaming. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le NIR, il se positionne un peu sur les narratifs phares du cycle en cours. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une grosse utilisation? Ça, j'en sais rien. Et pour moi, le positionnement fait que NIR est intéressant à court terme. Maintenant, côté du prix, on peut voir qu'on avait eu un top en avril 2024 autour des 9 $. Ensuite, un peu comme pour toutes les cryptos, on a corrigé, on a eu un bottom autour des 3 $ avant de remonter au mois de novembre. Et là, on a atteint donc les 8,30 $. Et depuis la correction, on se trouve autour des 6 $. Il faut préciser que sur le NIR, on a une grosse capitalisation autour des 7 milliards de dollars. Donc en entrant maintenant, rien que si le prix revient à son top, on a 50% de hausse. Et en termes de potentiel au cours du cycle, pour moi, le NIR pourrait faire entre x4 et x8. Et on passe de suite à la prochaine crypto à surveiller dans l'IA depuis la baisse, c'est le Tao. On ne le présente plus, un des grands leaders du narratif de l'IA qui a beaucoup corrigé depuis hier. On voit qu'on a une correction de plus de 17%. Concernant le projet en lui-même, il vise tout simplement donc à développer une infrastructure spécialisée pour l'IA qui va permettre en fait à des modèles de langage d'IA de s'entraîner et de fonctionner sur un réseau décentralisé. Au niveau de la technologie, c'est très intéressant parce que la blockchain, elle va coordonner, mais aussi récompenser la création de nouveaux modèles d'IA. Concernant l'écosystème, donc les participants, ils peuvent proposer et améliorer les modèles d'IA. Donc au lieu d'avoir en fait un gros mastodonte du monde traditionnel qui vient lancer donc une IA avec une vision unique, là on a quelque chose de plus décentralisé, ce qui vient en quelque sorte enlever en fait le risque qu'une société contrôle un peu les informations qu'elle diffuse à travers son IA. Concernant la blockchain en elle-même, il y a un système de mining où en fait les mineurs ils viennent fournir la puissance de calcul pour entraîner les modèles d'IA. Il faut savoir que les modèles d'IA, ils ont besoin de deux combustibles, qui est bien sûr l'électricité, donc l'énergie, et également donc les GPU, autrement dit la puissance de calcul. Il n'y a qu'à voir en fait OpenAI qui lance des levées de fonds de plusieurs milliers de milliards de dollars pour faire avancer rapidement l'IA. Ou encore plus récemment, Elon Musk qui a acheté plus de 100 000 GPU pour construire sa propre IA. Ça vous donne un petit aperçu de la demande qui est tout simplement incroyable. Nvidia qui à l'heure actuelle est l'entreprise avec la plus grosse capitalisation en bourse au monde. Et ils ont fait quasiment un x10 sur leur action en un an et demi. Au niveau des défis un peu du projet, c'est que le concept d'IA décentralisé, c'est nouveau. Moi, mon avis, c'est que les grosses boîtes et les gouvernements, ils vont pas voir d'un bon œil le fait qu'on veuille lancer des modèles d'IA. Il va y avoir de la régulation, c'est sûr, pour venir un peu limiter les IA. Et des projets comme BitTensor, ils vont pas échapper à cette régulation. À plus long terme, il faut comprendre également que avoir un modèle d'IA puissant, c'est un enjeu géopolitique qui est majeur. Et donc, ce genre de projet risque, dans le pire des cas, de se faire attaquer par des gouvernements à travers des régulations et pour venir justement un peu fermer le système ou le limiter. Et dans le meilleur des cas, entre guillemets, ça serait que les modèles en fait de langage ils soient totalement useless parce que la concurrence des grosses entreprises et des États auront développé des IA et des modèles de langage beaucoup plus puissants. Là, le Tao, il servira un peu à rien. Maintenant, ceci étant dit, je parle sur un horizon de temps un peu plus large, mais à court terme, ça reste un des grands leaders et je pense qu'il va bien performer par la suite. Maintenant, concernant le prix en lui-même, on avait eu un ATH autour des 750 $ avant la grande baisse qu'on a connue donc en avril 2024. Durant l'été, on a eu une bonne range de consolidation avant de venir faire le breakout autour des 360 $ et remonter jusqu'à 745 $. Et là, depuis la correction, il est passé autour des 544 $. Donc pour moi,
on a un très bon point d'entrée sur le Tao, que potentiellement on reverra plus durant la suite du cycle. Concernant le potentiel en lui-même, moi personnellement, je verrai Tao faire encore un x4, voire peut-être même x5 durant le cycle en cours. Toujours dans le narratif de l'IA, la prochaine crypto, c'est le FET, qui à l'heure actuelle est autour des 1,60$ avec une correction de plus de 13% durant la semaine. Concernant le projet, le FET, il vise à développer une économie d'IA décentralisée avec également des agents autonomes. Ils peuvent interagir entre eux pour traiter des tâches complexes. Au niveau de la techno, le FET, il apporte pas mal de choses. Donc la blockchain, elle permet la création et la communication de divers agents IA pour venir automatiser en fait entièrement des services. Ils ont également un système pour avoir des agents autonomes qui sont capables d'apprendre automatiquement et de prendre des décisions pour accomplir des tâches qui n'étaient pas prévues au départ. Dans l'écosystème, on retrouve pas mal de choses, notamment une plateforme pour le développement et le lancement de nouveaux agents. Et en termes d'applications, il y a énormément de possibilités, pour pas dire qu'elles sont infinies. Je vous en cite quelques-unes. Optimiser des réseaux énergétiques, optimiser le trading sur la DeFi, mais également des solutions logistiques. Concernant l'utilité du token, elle sert à utiliser les agents, les créer. Elle sert également au stacking ainsi qu'à gérer les frais de transaction. Bon, les gros points forts, vous l'aurez compris, c'est de venir automatiser des tâches complexes et on voit un fort développement des agents IA. Maintenant, le défi ou le point noir du projet, encore une fois, c'est est-ce qu'il va y avoir une adoption à grande échelle et est-ce qu'on a plein de gens qui vont venir lancer leurs agents sur des systèmes comme le FET. Maintenant, l'autre point à noter, c'est que le FET, c'est plusieurs projets blockchain différentes qui sont venus fusionner pour lancer un projet commun. En termes de narratif, ils sont super bien placés, ils pourraient bien performer encore à l'échelle du cycle. Donc là, on est sur un market cap de 4 milliards. Et quand on va un peu sur le prix, on peut voir qu'on a atteint un ATH autour des 3,40$. On a eu une période de consolidation durant l'été avant de faire le petit breakout et de revenir donc autour des 2,10$ il y a quelques jours. Et là, depuis la correction, on est autour des 1,60$. Ce qui est seulement 2 fois plus élevé que le bottom qu'on a eu durant cet été. Donc pour moi, le fait, c'est encore un meilleur point d'entrée que sur le Tao. Et concernant le potentiel, je vois bien un potentiel x10 sur le fait durant la suite du cycle. Rien que si on revient donc au top qu'on avait eu à 3,40$, on a plus que x2. Et vraiment, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le point intéressant dans l'IA, c'est qu'on a tout le temps des nouvelles sur le marché traditionnel. Par exemple, à l'heure où je vous parle, hier, on a Sora, donc l'IA de génération de vidéos de OpenAI, qui a été lancée. Et selon moi, à l'heure actuelle, les cryptos qui sont liées à l'IA, elles sont fortement sous-évaluées. Donc s'il fallait que je choisisse une grosse capitalisation IA sur laquelle entrer, ça serait clairement le FET. On passe tout de suite à la prochaine crypto intéressante, le IOS. Cette fois, on a un prix autour des 1$ avec une capitalisation d'un peu plus d'1 milliard. Concernant le projet en lui-même, donc c'est un projet d'IA, mais également de DePIN. Il vise en fait à créer une infrastructure décentralisée pour le stockage, donc un peu comme Arwave, mais également le calcul de l'IA, le streaming vidéo, un peu comme Theta, et plus globalement, ils veulent venir améliorer l'écosystème du Web3. Concernant la technologie, ils utilisent un réseau d'infrastructures, donc décentralisé, pour offrir des services de stockage, de calcul et de streaming. Un des points très importants, c'est qu'ils aient une bonne interopérabilité, autrement dit qu'ils puissent facilement communiquer avec d'autres blockchains. Pourquoi ça? Tout simplement, comme ça, d'autres projets pourront venir louer leurs services ou du moins utiliser leur puissance de calcul facilement. Concernant le token en lui-même, il est utilisé pour les transactions sur le réseau, pour le stacking encore une fois, également pour récompenser les opérateurs des nœuds. On a également des incitatifs pour venir encourager les utilisateurs et la croissance du réseau. Le projet, il met également l'accent sur la confidentialité. Et je rappelle que l'anonymat et la confidentialité, c'est également un narratif important qui a d'ailleurs un peu monté depuis qu'on a eu les fondateurs de Tornado Cash qui ont gagné leur procès. Côté partenariat, IOS, ils ont une intégration avec Nvidia qui fait d'eux le premier projet d'Epin à être intégré dans le catalogue d'applications accélérées de Nvidia. Mais ils ont également des partenariats avec le gaming, notamment avec iPad qui vient intégrer donc le stockage dans les applications de jeux. Côté potentiel, avec la grosse demande pour les solutions Web3, vous allez voir que durant la suite du cycle, on va avoir le Web3 remplace le Web2 avec tous les slogans qui vont revenir en force, alors qu'on ne les avait pas trop vus depuis 2021. Et selon moi, IOS, ça pourrait devenir une des plateformes clés du domaine. Côté prix, on a eu un top autour des 1,10$. Et là, contrairement à ses homologues dans l'IA, le IOS, il a dépassé ce top et il a atteint les 1,30$ avant de revenir autour des 1$. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est en dessous de son plus haut de cette année. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui attendent même en fait qu'une crypto atteigne son ATH ou revienne à son top pour rentrer dans le projet. Donc là où à
$1,30, j'aurais pas acheté personnellement d'IOS. À 1 $, pour moi, c'est un bon point d'entrée. Après le top qu'on avait eu, on avait également eu une baisse, une bonne période de consolidation avant de venir faire le breakout. Et en termes de potentiel de prix, pour moi, le IOS, il pourrait faire un x8, x10 durant le cycle en cours. Bien entendu, il y a énormément de bonnes cryptos dans l'IA, et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite d'ailleurs à voir mon top crypto IA pour le cycle en cours. Mais là, dans cette vidéo, on met le focus sur celles qui ont bien corrigé. Pour en citer une dernière, une plus petite capitalisation, je vous donnerai le Palm AI, qui a corrigé de 12%. Là, on est sur un projet IA un peu plus léger, qui vise à développer en fait un écosystème pour créer facilement des applications de génération d'images, des modèles de langage, traitement de la vision, des chatbots. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus généraliste, mais pour moi, le Palm AI, en termes de micro-cap, il a un bon potentiel à l'échelle du cycle. C'est pas une crypto que je garderai à long terme, mais avec la correction, selon moi, on a un bon point d'entrée. Je rappelle qu'on avait atteint un ATH autour des 1,60$ et à l'heure actuelle, on est autour des 1$. Et côté potentiel, avec l'euphorie qui risque d'y avoir sur l'IA, pour moi, le Palm AI, il a un potentiel x10, x15. Et après, il y a d'autres petites capitalisations comme le Pinlink, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, mais qui a déjà fait 154%. On a également des projets comme Vertical AI avec une micro-cap. Honnêtement, les micro-caps dans l'IA, ça manque pas, et d'ailleurs, il y en a qui sont lancés quasiment chaque semaine. Si ça vous intéresse d'ailleurs, une vidéo dédiée aux micro-capitalisations, donc des projets beaucoup plus dangereux mais avec un gros potentiel, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée micro-cap. Ceci étant dit, on va maintenant parler du narratif des DePIN avec plusieurs cryptos très intéressantes. Pour ceux qui connaissent pas, le narratif des DePIN, c'est un des plus vieux de la crypto. Il permet tout simplement de fournir des infrastructures décentralisées, plus simplement du stockage ou de la puissance de calcul. D'ailleurs, dans le narratif de l'IA, on en a vu quelques-uns qui font un peu le pont et qui sont à la fois dans le narratif des DePIN et à la fois dans le narratif de l'IA. Pour faire très simple, grosso modo, ça serait Nvidia, donc la boîte avec la plus grosse capitalisation boursière au monde, mais de manière décentralisée. Et en plus d'être la matière première de l'IA, c'est également la matière première d'à peu près tous les projets sur la blockchain, qui ont comme point commun d'avoir besoin de puissance de calcul ou de stockage. Ok, donc la première crypto intéressante dans le narratif des DePIN, pour moi, c'est le Livepeer. À l'heure actuelle, il est autour des 14,99$ et il a connu une correction de plus de 23% durant les dernières 24 heures. Et côté supply, elle est entièrement en circulation. L'objectif du projet, c'est de donner une infrastructure de streaming vidéo pour permettre en fait un streaming en direct, sécurisé et économique. Donc contrairement à des projets comme Theta qui se focalisent en fait sur des vidéos, donc un peu comme sur YouTube, là ça serait l'équivalent d'un Twitch. Au niveau de la technologie, ils utilisent un réseau de nœuds décentralisés pour le transcodage et pour distribuer les vidéos. Ça permet d'avoir des coûts faibles par rapport aux plateformes de streaming un peu comme Amazon, qui je le rappelle a du mal à être rentable sur Twitch. Ils ont également un serveur multimédia qui permet de créer des fonctionnalités de streaming directement dans les applications décentralisées. L'autre point intéressant, c'est que les nœuds du réseau Livepeer, ils vont convertir les vidéos en différents formats pour pouvoir justement toucher plein de plateformes. Concernant le token, il permet de payer les services de transcodage, de stacking, sécuriser le réseau et également gagner des récompenses. Donc côté des avantages, ils sont moins chers que les sites de streaming centralisés. Et là, pour moi, contrairement à Theta, où on n'est pas sûr qu'ils vont réussir à rivaliser avec les géants comme YouTube, le fait que les coûts soient plus faibles que sur le Web 2, autrement dit sur les plateformes donc du monde traditionnel, ça pourrait vraiment apporter un gros engouement sur Livepeer et même une utilisation un peu plus mainstream. Maintenant, le défi il est de taille, il va quand même falloir convaincre des plateformes de passer à une solution décentralisée. Et il va également falloir qu'ils prouvent que leur technologie, elle tient la route. Vous imaginez bien qu'un géant comme Amazon, s'il devait passer par des services comme Livepeer, ils peuvent pas se permettre qu'il y ait des bugs de réseau ou de diffusion des lives, qui feraient fuir rapidement les utilisateurs, mais également les créateurs de contenu. Concernant le prix en lui-même, on a eu un top autour des 27$ durant cette année, ensuite une grosse correction, encore une fois une zone de consolidation durant l'été, et on a eu un breakout autour des 16$ pour venir atteindre les 25$. Et depuis la correction, le Livepeer il est descendu, et depuis la correction, le Livepeer il est descendu de 25$ jusqu'à 14$. Autrement dit, une correction de 43%. Donc là, pour moi, on est clairement sur une des grosses opportunités d'achat avec la correction actuelle. Rien que si on revenait à son top, on a quasiment un x2. Côté potentiel, avec un market cap actuel autour des 500 millions, pour moi, le Livepeer, il pourrait faire un x10 ou plus durant le cycle en cours. Ça fait également partie des cryptos que j'ai personnellement rechargé aujourd'hui. Et la prochaine crypto, c'est tout simplement le Akash Network, qu'on présente plus, c'est un des leaders incontestés du narratif des DePIN à l'heure actuelle. Le prix, actuellement, il est autour des 3,54$ et vous allez voir que c'est une opportunité qui est vraiment pas mal. Concernant le projet en lui-même, il fournit une plateforme de GPU décentralisée, avec une marketplace ouverte où on peut aller chercher justement la puissance de calcul pour des projets blockchain, également pour des IA ou même pour des projets donc du monde traditionnel. Très simplement, la marketplace, elle permet à n'importe quel utilisateur de louer des ressources informatiques et notamment donc des GPU. Concernant le token
token en lui-même, il permet de payer les services de calcul, le stacking, de sécuriser le réseau, et également il participe au système de gouvernance. Et les personnes qui vont fournir la puissance de calcul, ils vont recevoir des récompenses, mais également des frais de transaction. Et c'est justement ça qui va rendre le système soutenable à long terme. Maintenant concernant les défis du projet, il va falloir convaincre donc les entreprises, mais également les développeurs de venir migrer vers une infrastructure décentralisée. Donc c'est toujours un peu la même question. Il va falloir une certaine stabilité et fiabilité à long terme, sinon les entreprises ils peuvent pas se mouiller et perdre des clients potentiels à cause de différents bugs. L'autre point à noter, c'est également qu'il y a énormément de concurrence sur le domaine, mais Akash reste le leader à l'heure actuelle. Ils ont déjà des partenariats avec des projets IA et selon moi, on va voir une avalanche de partenariats et ce qui mécaniquement risque de fortement pousser le prix du token. On l'a vu tout à l'heure, mais je le rappelle encore une fois, Nvidia, c'est quand même la boîte avec la plus grosse capitalisation au monde et ils font quoi? Ils construisent des GPU. Alors Akash, ça va pas devenir un nouveau Nvidia, hein, ils construisent pas de GPU, mais par contre vraiment, ils pourraient venir grappiller quelque part de marché avec le besoin croissant en GPU et la demande qui suit pas forcément. Là, on est clairement sur un point de bascule au niveau des GPU. Il y a énormément d'entreprises qui lancent leur propre modèle d'IA. Donc en plus de profiter en fait de tout l'écosystème crypto qui aura besoin potentiellement de GPU, et bien là le Akash, il est intéressant parce qu'il se tourne également vers les marchés traditionnels et même vers les utilisateurs particuliers. Bon, maintenant concernant le prix en lui-même, on a eu cette année un top autour des 6,40 $. Ensuite, encore une fois, grosse correction, un range d'accumulation pendant cet été avant de faire le breakout autour des 3,40 $. Ensuite, on a atteint donc un nouveau top autour des 5 $. Et là, à l'heure actuelle, on a corrigé aux 3,50 $. Donc même si on revenait au top de cette année, on a déjà quasiment un x2. Et pour moi, le Akash peut aller beaucoup plus haut. On est sur une capitalisation de moins d'1 milliard de dollars. Et pour moi, il a un potentiel x10, x15, voire même peut-être plus à l'échelle du cycle. Durant les dernières semaines, j'ai rechargé plusieurs fois du Akash, notamment avec les gains que j'ai fait sur le trading, mais également, comme je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, j'ai mis une partie de mes profits sur Virtual directement sur Akash. Et là, pour moi, on est clairement sur les projets qui n'ont pas encore explosé, même si on a eu une reprise depuis cet été, pour aller beaucoup plus haut. On passe maintenant à la crypto suivante des Dépines, qui est le Render. Donc encore une fois, là, on est sur un des leaders du marché, avec un market cap parmi les plus élevés, hein, autour de 4 milliards de dollars. Concernant le projet en lui-même, cette fois, on est sur une plateforme décentralisée pour le rendu graphique. Ça va permettre donc aux artistes, mais également aux studios, d'utiliser un réseau mondial d'ordinateurs pour avoir un rendu d'images et de vidéos en 3D. Titre personnel, en tant que créateur de contenu, moi qui fais énormément de montage, pas forcément sur cette chaîne, mais sur mes autres projets et sur mes entreprises, je peux vous dire qu'un des points centraux, c'est la puissance de calcul pour le rendu graphique. Notamment quand on cherche à réaliser des rendus 3D. Et en plus, là, on a une grosse news. On l'a vu tout à l'heure, hein, mais OpenAI a lancé Sora, donc sa plateforme de génération de vidéos. Et selon moi, c'est une très bonne nouvelle pour des projets comme Render, parce qu'on risque de voir donc pas mal de cryptos ou de projets se tourner vers la génération donc, de vidéos directement sur la blockchain. Concernant le token, cette fois, il permet de payer les services, mais également le stacking, la participation au réseau, et il donne également des récompenses à ceux qui donnent la puissance de calcul au réseau. Le système économique, il est simple, donc les fournisseurs de puissance de calcul, ils sont récompensés en fonction de ce qu'ils apportent au réseau. Pourquoi est-ce que le projet est intéressant? Parce que ça vient réduire le temps d'attente pour le rendu. Et potentiellement, l'utilisation pratique, elle pourrait vraiment se développer, hein, parce que les solutions qu'on retrouve sur le Web 2, donc centralisées, elles sont plutôt tournées à des grands projets, alors que là, Render, il se tourne un peu au grand public également. On aura des petits studios qui pourront venir utiliser donc, le système de Render, mais également même des créateurs de contenu. Encore une fois, parmi les défis du projet, il va falloir convaincre l'industrie qu'ils sont sérieux, importants et que la solution elle est viable. Concernant le prix du token, on avait eu un top autour des 14 $ en mars 2024. Ensuite, encore une fois, le prix il a corrigé. On a eu une bonne zone d'accumulation pendant l'été. Pendant l'été, on peut le dire, c'est le meilleur moment d'entrer sur la crypto cette année. Et ensuite, on a eu un breakout autour des 7 $ pour atteindre un nouveau top autour des 11. Et depuis la correction, on est autour des 8,20 $. Donc pour moi, là, on a un bon point d'entrée. On est sur un market cap qui est plus important que sur Akash, par exemple. En termes de potentiel, pour moi, Render pourrait faire x5, x8, peut-être même plus, durant le cycle en cours. Et on passe tout de suite à la prochaine crypto du narratif des Dépines, qui est The Graph. Avec une correction de 14%, le prix actuel il est autour des 0,24 et on a une capitalisation de 2,4 milliards. Concernant le projet en lui-même, il fournit une infrastructure pour indexer et mettre à disposition les données de la blockchain. En gros, le protocole il est open source et il crée des subgraphes qui sont pour les développeurs des API décentralisées qui viennent indexer et interroger les données de la blockchain. Grâce aux subgraphes, les développeurs ils peuvent créer, publier, monétiser leurs propres subgraphes pour différents protocoles d'application décentralisés. Donc vous l'aurez compris, là on est sur un projet qui va plutôt cibler donc les
blockchains ou les entreprises que les particuliers. Concernant le token en lui-même, il permet de payer les prix donc des services d'indexation, de récompenser les indexeurs pour leur travail, et également de gérer la gouvernance du réseau. Plus simplement, le projet il sert à améliorer en fait la puissance des applications décentralisées, mais également à créer un vrai marché ouvert pour les données blockchain. Donc il n'y aura plus besoin de se tourner encore une fois vers des services centralisés sur le Web 2. Et typiquement pour moi, The Graph, c'est le genre de projet qui ont une grande utilité pour l'infrastructure en elle-même, qui ne seront pas en fait mis en avant face aux utilisateurs en eux-mêmes. Et on peut imaginer un monde où il y a une grosse démocratisation des applications décentralisées et qu'elles fonctionnent bien, en partie parce qu'elles utilisent les services de The Graph. Concernant le prix de la crypto en elle-même, on a eu un top cette année autour des 0,50. Ensuite, encore une fois, le prix a corrigé. On a eu une belle range d'accumulation durant cet été avant de venir faire le breakout autour des 0,22. On a ensuite remonté autour des 0,35 avant de venir corriger donc fortement autour des 0,24. Donc pour moi, sur The Graph, on a une très bonne opportunité d'entrée. Si on revenait simplement au top de cette année, on aurait déjà un x2. Et concernant le potentiel, avec un market cap autour des 2,4 milliards, selon moi, The Graph pourrait faire un x6 à x8. Et on passe maintenant à la prochaine crypto, qui est cette fois une petite capitalisation, qui est le Anyone Protocol. Il faut savoir qu'il y a eu un rebranding, à la base c'était le AirTor. Et on en avait parlé pour ceux qui me suivent sur le groupe Telegram beaucoup plus tôt cette année. J'ai d'ailleurs partagé les news comme quoi ils avaient fait un rebranding et que j'étais sorti du projet. Et finalement, j'ai décidé de re-rentrer courant novembre. Concernant le prix à l'heure actuelle, on est autour des 1,76$. Le projet en lui-même, il permet de créer une infrastructure de confidentialité pour protéger la vie sur Internet. En fait, si vous voulez, il y avait eu un gros drama sur le projet parce qu'il s'appelait Hathor et en fait, il se servait de la renommée de Tor, qui je le rappelle est le navigateur qui utilise un système de nœuds pour être anonyme et que pas mal de gens utilisent notamment pour aller sur le Deep Web. Sauf qu'on a des gens du projet Tor en lui-même qui s'étaient désolidarisés en disant qu'ils n'avaient aucun partenariat avec eux. Et ensuite, ils ont fait un rebranding et ils ont annoncé qu'ils allaient lancer leur propre système au lieu de venir se greffer potentiellement sur Tor. Concernant l'utilité du token, elle sert à payer les services de confidentialité, récompenser les opérateurs des relais et participer également aux services de gouvernance. Et en gros, les avantages, c'est d'avoir une alternative aux VPN et aux services de proxy qui sont centralisés. Maintenant, les gros défis de la plateforme, c'est qu'il va falloir atteindre une masse critique d'utilisateurs et également de relais pour que le système fonctionne. Donc perso, ça fait pas partie des projets dans lesquels je crois à long terme, mais ça reste une petite capitalisation et selon moi, il y a un potentiel intéressant. Il faut quand même savoir qu'un des narratifs importants dans la crypto, ça reste l'anonymat et la confidentialité. Et le narratif, il a été un peu remis en lumière depuis que les fondateurs de Tornado Cash ont gagné leur procès. Et on va maintenant parler d'un des narratifs phares du cycle en cours, qui est les RWA. Autrement dit, le narratif des actifs tokenisés du monde réel. Pas besoin de vous rappeler que ce narratif, c'est un des plus importants quand on voit Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds de la planète, qui nous annonce que le narratif des RWA, il va attirer donc des fonds à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars d'ici 2030. Alors qu'à l'heure actuelle, on est à peine à quelques dizaines de milliards de dollars. Et dans ce narratif, le premier projet qui est intéressant selon moi, c'est le Parcel, qui a corrigé de plus de 30% sur le mois en cours et qui se vend à l'heure actuelle autour des 0,33. Précise que sur cette crypto, il y a des airdrops, donc on aura sûrement un peu de pression vendeuse, mais il y a énormément d'utilisation sur le protocole. En plus, il est sur la blockchain de Solana, donc pour moi, il a quand même pas mal de potentiel. Concernant le projet en lui-même, c'est tout simplement une plateforme de trading décentralisée qui est axée sur le marché immobilier. Donc en une phrase, c'est une manière de venir parier à la hausse ou à la baisse sur le marché immobilier, notamment américain. Le protocole, il utilise des indices urbains pour représenter en fait la moyenne des prix de l'immobilier par mètre carré dans des villes spécifiques. Et comme je vous l'ai dit, avec le airdrop, ça a attiré énormément d'attention sur le protocole. Concernant le token en lui-même, c'est un token de gouvernance, mais il permet également de payer les frais de transaction et de récompenser les participants au réseau, notamment donc à l'aide de différents airdrops. Et je précise également que j'ai également reçu le airdrop de la première saison. Maintenant, parmi les points à surveiller outre le tokenomics, c'est tout simplement donc l'attention des régulateurs. Ou bien sûr, on n'aura pas tous les pays qui verront d'un bon œil les différents protocoles de RWA. Du côté des États-Unis, là, je m'inquiète pas trop. Le airdrop, il avait été fait en fait au top du marché de cette année, autour d'avril 2024. On avait atteint donc les 0,70 et ensuite il y a eu une correction avec un bottom autour des 0,13 et depuis le cours est remonté à 0,55. Avant de connaître bien sûr la correction qu'on vient d'avoir. Donc là cette fois on est sur un market cap d'à peu près 60 millions de dollars. Donc malgré en fait la libération avec le prochain airdrop, selon moi on a un bon potentiel. On pourrait aller chercher un x10 sur le cycle en cours.
Faites quand même attention aux différents points que je viens de vous donner. Toujours dans le narratif des RWA, la prochaine crypto dont on va parler, c'est le Centrifuge. À un prix actuel de 0,38, il a connu une baisse de 12% durant les dernières 24 heures. Concernant le projet en lui-même, il permet de tokeniser des actifs du monde réel, donc RWA, pour les intégrer dans la finance décentralisée. Et ça va permettre en fait de faciliter l'accès au financement pour les entreprises. En fait, très simplement, le protocole il permet la création de tokens non fongibles, donc de NFT, pour les actifs comme l'immobilier, les factures ou encore même les titres de créance. Les émetteurs, eux, ils peuvent tokeniser leurs actifs et les offrir comme garantir pour obtenir des nouveaux financements. Le gros avantage de Centrifuge, c'est que ça va permettre à des entreprises de venir financer leurs projets sans passer par les banques ou par des systèmes qu'on dira plus traditionnels. Côté défi, il va falloir faire attention aux régulations, mais également convaincre des entreprises que c'est intéressant de venir tokeniser des actifs sur la blockchain. Mais pour moi, avec l'explosion qu'on risque d'avoir sur le RWA, Centrifuge pourrait atteindre des nouveaux sommets. D'ailleurs, en parlant de ça, concernant les prix, on a eu un top cette année autour des 1,20$ avant de venir corriger très fortement. Après la chute du mois d'avril, on a eu une grosse période de consolidation pendant l'été. Et là où cette crypto elle est très intéressante pour moi, c'est qu'on est à peine sorti du range. On a atteint donc les 0,50 avant de venir corriger. Et à l'heure actuelle, on est autour des 0,38. Comme vous l'avez vu avec les différentes cryptos que je vous ai partagées, là on est clairement sur un des projets qui est le plus loin de son top du début d'année. Très simplement, à partir de là, on est à x3, simplement pour revenir au top de avril 2024. Et côté potentiel, avec un market cap de 200 millions, pour moi, le Centrifuge pourrait faire un x10, x15 durant le cycle en cours, voire même potentiellement aller beaucoup plus haut si on a une grosse trend avec le narratif des RWA. Et on passe de suite à la crypto suivante du RWA qui est le RSR, qui a corrigé cette semaine de plus de 30%. Concernant le projet en lui-même, en fait, il fournit des stablecoins décentralisés qui sont résistants à l'inflation. Autrement dit, maintenant, si vous gardez vos euros en banque, vous allez être sujet à l'inflation et en fait, vous perdez du pouvoir d'achat en simplement gardant votre argent. Par contre, le RSR, il permet de créer des stablecoins d'un genre nouveau qui donne un rendement aux personnes qui gardent ce stablecoin. Je rappelle qu'un stablecoin, il est toujours coté sur le cours donc d'une monnaie classique, d'une monnaie fiat, par exemple sur le dollar. Voilà, donc les stablecoins créés par RSR, ils resteront toujours à 1$, mais au lieu d'être sujet à l'inflation du dollar ou de l'euro, là vous aurez un rendement. Concernant l'utilité du token, il est utilisé pour la gouvernance, pour les mécanismes de stabilisation, donc pour les stablecoins, mais également comme un outil d'assurance pour le stablecoin. Il faut également savoir qu'il y a une offre totale qui est fixée à 100 milliards et qu'il y a un mécanisme pour encourager le stacking. Ce genre de projet, il est super intéressant, d'abord pour des particuliers qui veulent venir lutter facilement contre l'inflation, mais également on peut imaginer pour des pays qui ont des problèmes d'hyperinflation sur leur monnaie. Quand je dis ça, je pense notamment à l'Amérique du Sud, mais pas seulement. Il y a également des pays qui sont dans la même situation en Afrique ou encore en Asie. Et on a également eu le même type de problème en Europe, comme à l'époque avec la faillite de la Grèce. Imaginez maintenant qu'un pays connaisse un problème d'hyperinflation, on pourrait imaginer que ce genre de projet viendrait attirer massivement des liquidités. Maintenant, concernant les défis du projet, il va quand même falloir attirer pas mal de nouveaux utilisateurs et il va quand même falloir faire attention aux régulations. Je m'inquiète pas trop pour les États-Unis, mais on peut imaginer que les pays qui en auront le plus besoin seront pas forcément fans que leurs habitants, en plein milieu de l'inflation, viennent revendre la monnaie fiat du pays pour la déstabiliser encore un peu plus et venir acheter du RSR ou prendre justement les stablecoins qui sont fournis par RSR. Au niveau du prix, là c'est vraiment super intéressant. On peut voir qu'on avait eu un top cette année autour des 0,13. Ensuite le projet il s'est littéralement envolé au début du mois. On a fait une performance de plus de 150% en une semaine pour atteindre les 0,26. Et en fait depuis, le projet il a corrigé de plus de 50%. Et à l'heure où je fais cette vidéo, on est autour des 0,12. Alors pourquoi il corrige? Parce qu'on a eu la baisse et parce qu'en général, quand un projet monte de manière parabolique, il a tendance à corriger aussi fort. Et là, clairement, je vous le dis, sur le RSR, une fois que le prix aura remonté, on n'aura potentiellement plus jamais une offre aussi intéressante. Donc là, ça fait également partie des cryptos que j'ai rechargés durant la baisse depuis hier. Côté potentiel, on est sur un market cap à l'heure actuelle autour des 660 millions. Et pour moi, le RSR, il a un potentiel x15, x20 au niveau du cycle. Toujours dans les RWA, on passe à la prochaine crypto qui est le Pendle, qui a également corrigé de 9% en 24 heures. Alors le Pendle, il permet de tokeniser et de trader en fait du rendement futur. Ils ont créé un système où le Pendle va séparer les actifs qui génèrent du rendement en deux parties.
le token principal, le PT, et le token de rendement, le YT. Et ce que ça va permettre, c'est de venir trader le rendement futur, et ça indépendamment de l'actif qu'on a mis à la base en yield farming. Et là, on est sur un projet qui a eu tout de suite une grosse adoption, et à l'heure actuelle, on a une TVL de plus de 4,6 milliards. Concernant le token en lui-même, c'est un token de gouvernance, il permet donc de stacker dans le protocole, c'est également un moyen de paiement pour les frais de transaction sur Pendle. Le gros avantage, c'est que ça permet en fait aux utilisateurs de mieux gérer leurs profits, vu que c'est un token séparé, vous pouvez directement les vendre, ou bien tout simplement les conserver pour du rendement futur. Et ça réduit également le niveau de risque en termes de sécurité. Si jamais il y a un problème sur la plateforme, et ben vos rendements, ils seront pas directement dessus. Parmi les défis du projet, et ben en général, les particuliers, notamment ceux qui sont débutants, ils ont du mal à comprendre un peu l'importance d'un tel projet. Mais bon, je m'inquiète pas trop parce que les entreprises, les institutionnels et ceux qui sont un peu plus implantés voient tout de suite qu'il y a un énorme potentiel de rendement sur Pendle. D'autant que le projet, il vient vraiment apporter une innovation et ça m'étonnerait pas qu'on voit énormément d'autres projets qui viennent se fixer et se calquer sur le même modèle. Concernant le prix en lui-même, on a eu un top autour des 7,60$ plus tôt cette année. Encore une fois, une correction. On n'a pas vraiment eu de période d'accumulation ou alors très courte durant le début du mois d'août. Et ensuite, le protocole, il est reparti à la hausse, notamment parce qu'il a tiré énormément de TVL et que, contrairement à pas mal d'autres projets dont on a parlé tout à l'heure, là, il y a une utilisation concrète. Donc, il y a vraiment des utilisateurs qui utilisent Pendle et ils génèrent déjà des revenus. Ensuite, le Pendle, il a atteint quasiment son ATH, autour des 7$, avant de venir corriger. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour des 5,60$. Et pour moi, potentiellement, on est vraiment sur le dernier point d'entrée aussi intéressant sur Pendle. Cette fois, on est sur un market cap autour des 920 millions et selon moi, le Pendle, il pourra avoir une grosse performance et aller chercher un x10 durant le cycle en cours. Et maintenant, je vous propose de passer directement sur les derniers narratifs, le gaming et les meme coins. Alors la première crypto du narratif du gaming, c'est une crypto d'infrastructure. Ceux qui regardent mes vidéos savent que j'aime pas trop investir sur les cryptos qui sont directement liés à des jeux, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on ne sait pas si le jeu va réussir, et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment eu de jeux qui ont réussi. Alors au lieu de ça, je me tourne plutôt vers les cryptos d'infrastructure. Autrement dit, des blockchains qui vont venir sous-tendre des jeux, plutôt que sur les blockchains ou sur les cryptos qui sont liés directement au jeu. Et dans le classement, la première, c'est le IMX, donc le Immutable X. Enfin, je crois qu'ils ont fait un rebranding et que maintenant, c'est seulement Immutable. Cette fois, la crypto, elle a connu une correction de plus de 17% cette semaine. Concernant le projet en lui-même, en fait, c'est une solution de Layer 2 sur Ethereum qui a été pensée à la base pour les transactions, notamment des NFT. En termes de technologie, ils utilisent une technologie ZK Rollup et pour faire simple, c'est le fait de traiter plusieurs transactions en une seule pour réduire les frais de gaz et également augmenter donc la scalabilité. Et pour ceux qui étaient là au dernier cycle, au début, Immutable X était vraiment tourné vers la confidentialité et ensuite ils ont eu un véritable virage. On peut d'ailleurs le voir sur leur site. La première chose qu'ils affichent, c'est le fait que IMX est le token universel du gaming. Concernant l'utilité du token, il permet donc de gérer la gouvernance, payer les frais de transaction. En fait, plus précisément, on a 2% des transactions qui peuvent être payées en IMX. Et il y a également un service de stacking avec des récompenses. Le côté avantage, on a bien sûr la scalabilité, les frais qui sont moins chers que sur Ethereum, tout en bénéficiant en fait de l'infrastructure solide de Ethereum en Layer 1. Déjà, il y a une corrélation entre IMX et Ethereum. Il faut rappeler que Ether n'a pas encore franchi son ATH. Donc quand l'Ether va remonter, selon moi, IMX, parmi d'autres cryptos qui sont directement liés à Ether, va profiter de cette hausse. Il y a également le fait que, selon moi, le narratif des NFT va revenir en force. Après, c'est une conviction personnelle, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on analyse un peu les flots de liquidité, en général, quand on arrive sur des moments du marché, plutôt de l'alt season et du bull run où il y a énormément de volatilité, les gens, ils ont tendance à commencer à prendre leurs profits et aller s'intéresser à d'autres domaines plus spéculatifs comme les meme coins ou encore les NFT. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi j'étais pas mal impliqué dans les NFT, notamment sur le Twitter anglophone. J'ai un gros réseau de créateurs de projets de NFT que j'avais réussi à développer, notamment en investissant sur des projets comme ceux de Jack Butcher. Et à chaque fois, le point qui revenait, c'est qu'en général, ils avaient pris des profits durant le bull run de 2021 et ensuite, ils avaient rapatrié un peu ces profits pour commencer à investir dans les NFT. Et il faut savoir que les NFT, c'est un peu comme une secte. Donc au début, on rentre dedans pour spéculer et ensuite, on accroche à la technologie. Maintenant, il y a énormément de food sur les NFT, du fait qu'il y a eu plein d'arnaques, plein de projets qui sont tombés à zéro. Récemment, on a eu Nike qui a abandonné son projet. Mais encore une fois, pour moi, les NFT, ça va être un des narratifs qui va revenir en force, mais c'est pas le genre de narratif qui monte directement au début de l'alt season. Et donc, si j'ai raison, ça viendra également pousser le prix du IMX. Et dans tous les cas, le projet, il est sérieux et il profitera du narratif du gaming qui, selon moi, va également revenir en
en force cette année, ou du moins l'année prochaine. Côté graphique, il était monté autour des 3,80 $ au top qu'on a eu plus tôt cette année. Ensuite, on a eu une correction avec un bottom en dessous d'1 $. Là, le prix il a dépassé la résistance des 1,90 pour venir atteindre les 2,20 $ avant de finalement corriger. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour des 1,60 $. L'autre point intéressant à noter, c'est que au début d'année, il n'est pas monté directement, mais il a commencé à monter simplement le 25 janvier. Plus concrètement, le IMX, il fait partie des cryptos qui ont tendance à monter un peu à rebours. Et si jamais on revient seulement au top de cette année, eh ben on a déjà un potentiel de plus de x2. Et plus globalement, avec un market cap de 2,7 milliards, pour moi, il a un potentiel de hausse à x4, x5 durant le cycle en cours. Et on passe maintenant à la deuxième crypto du narratif du gaming, qui est également une crypto d'infrastructure, qui est le AVAX. Et donc le AVAX, c'est le token natif de la blockchain Avalanche. Pour faire simple, c'est une plateforme de smart contract qu'on appelle donc Ethereum Killer. Autrement dit, c'est un concurrent de l'Ether. Et le AVAX, il a donc un système un peu particulier avec des subnets et il y a 3 blockchains différentes. Et un des points très intéressants du projet, c'est que le système de subnet va permettre à des projets, notamment des jeux, de venir avoir leur propre subnet, donc un peu comme s'ils avaient leur propre sous-blockchain pour faire tourner leurs jeux. Et à l'heure actuelle, c'est déjà le cas, on a des jeux qui ont été lancés et qui ont leur propre subnet. Le AVAX, il est également reconnu donc pour son système à 3 blockchains qui vient résoudre pas mal de problèmes, notamment les problèmes de vitesse de transaction et de scalabilité qui fait de son système un des plus rapides à l'heure actuelle. On avait pas mal parlé ensemble durant le dernier cycle et cette fois je pense que le gaming pourrait bien aider à faire monter son cours. Côté graphique, cette année on a eu un top autour des 66 $ avant la correction. Encore une fois, une zone d'accumulation durant cet été avant de faire un breakout autour des 30 $. On a ensuite atteint les 56 $ et on a corrigé depuis. Donc si on revient au top, on a une augmentation de 50% et pour moi la VAX il pourrait aller encore pas mal plus haut avec un potentiel de x3, x4 durant le cycle en cours. Et maintenant, on va voir une micro-capitalisation sur le gaming qui est le CD5 Fund. En fait, tout simplement, c'est le token de gouvernance d'un launchpad de crypto. Et sur ce launchpad, on a énormément de jeux qui sont lancés. Il faut savoir que les tokens qui sont liés au launchpad sont plutôt particuliers parce qu'ils ont tendance à monter quand il y a un nouveau lancement. En fait, quand ils lancent un nouveau projet intéressant, les personnes qui veulent avoir une chance d'avoir une allocation, eh ben, ils vont venir acheter en masse le token donc de CDFI. Et ensuite, il y a pas mal de personnes qui vont venir le vendre. Il faut savoir qu'ils ont continué à build, à lancer des projets. Et pour moi, les launchpads, c'est vraiment le narratif qui est toujours un peu à rebours sur le cycle. Parce que c'est au moment où on a le plus d'euphorie que les gens veulent absolument se positionner sur des projets. Et le CDFI risque de lancer des tokens qui sont liés à des jeux durant le cycle. Il faut voir qu'on a eu un top cette année autour des 4,50 $ et à l'heure actuelle, on est autour des 1,85 $. Et pour moi, là, on est sur un type de projet qui a un potentiel x5, x10. On est sur un petit market cap de 100 millions. Alors certes, c'est pas le genre de projet qui va révolutionner l'écosystème, mais c'est plutôt... Et enfin, on va parler du narratif des meme coins. Il faut savoir que les meme coins, ils ont toujours drainé énormément d'attention, et pour moi, durant ce cycle, plus que durant tous les autres, ils vont venir capter, continuer de capter une grosse part des liquidités qui entrent dans les cryptos. En fait, pourquoi est-ce que je pense ça? Tout simplement parce que moi qui ai connu 3 cycles entiers, en 2017, il y avait énormément d'opportunités de faire des gros multiples pendant tout le cycle, sur des projets crypto qui sortaient un peu tous les jours, avec la grosse tendance sur Ethereum. Et on avait aussi, bien sûr, les ICO. En 2021, c'était la mode des IDO, mais il y avait aussi pas mal d'opportunités avec la DeFi, il y avait pas mal de protocoles de yield farming. On a eu la grosse tendance des NFT, mais également les premières grosses tendances des meme coins, ainsi que celle du métavers, la petite période du gaming, des move to earn, et j'en passe. Il y a eu plein de narratifs avec plein de potentiel en fait même pendant la hausse, alors que durant le cycle en cours, et ben même s'il y a plein d'opportunités en s'étant positionné tôt, hein, j'estime qu'il y a moins d'opportunités et qu'il y en aura moins une fois qu'on va monter dans le cours. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez acheté en 2022 ou que vous achetez une baisse maintenant, et ben selon moi, vous ferez quand même un bon multiple pendant le bull run. Mais pour toutes les personnes qui vont arriver en masse autour du top, là où l'euphorie elle sera au maximum, à ce moment-là, il y aura moins d'opportunités. Il faut quand même noter hein, que des cryptos comme Shiba Inu étaient parmi les plus recherchés sur Internet, juste derrière Bitcoin et Ethereum. Autrement dit, un des plus gros points d'entrée des nouveaux investisseurs, c'est les mêmes coins. Et c'est plutôt simple à comprendre, hein. Vous avez tous autour de vous quelqu'un qui vous a raconté qu'il avait vu sur Internet ou qu'il avait un ami à lui qui était rentré dans Shiba Inu et qui avait fait x1000, qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis 100 $ dans le Chill Guy et qui était devenu millionnaire. Et en fait,
une grosse partie des particuliers sont attirés, en tout cas pendant un premier temps, par ce genre de multiples. Et c'est sûr que rentrer sur Bitcoin pour faire un x2, x3, c'est excellent, hein, disons-le, mais ça fait pas rêver comme l'histoire de celui qui a mis 200 dollars et qui est devenu millionnaire. Pour moi, ce fait à lui seul, couplé avec le constat qu'on voit bien que les mêmes coins sont extrêmement présents dans le top des cryptos, va faire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu d'avoir une grosse baisse, parfois ils vont sous-performer des cryptos avec des bons fondamentaux, mais il y aura quand même du potentiel sur les mêmes coins. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pendant la correction, ils ont corrigé fortement, ce qui fait autant d'opportunités d'entrée intéressantes. Mais par contre, je précise que les projets qu'on va voir ensemble maintenant, ça fait partie des plus risqués de toutes celles qu'on aura vues durant cette vidéo. Et que moi, je fais pas encore une fois de conseils en investissement. Alors, on commence tout de suite par le Mudang, qui est un meme coin qui est monté donc cette année, et c'est un meme coin plutôt intéressant hein, parce que en fait il est basé sur un hippopotame dans un zoo en Thaïlande. Pour ceux qui sont un peu sur les réseaux, vous avez sûrement vu des vidéos de cet hippopotame que tout le monde a trouvé plutôt mignon et qui a donné le meme coin Mudang. À l'heure actuelle, on a un prix autour des 0,32 et on a eu une correction de 25% et même une correction sur la semaine de 40%. On a eu un top autour des 0,60, donc littéralement le prix a divisé par deux. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a une market cap autour des 300 millions et pour moi, le Mudang, il a un potentiel x4, x5 durant la suite. Maintenant, personnellement, c'est le genre de projet où je ne vais pas me positionner à long terme, mais plutôt profiter de la hausse potentielle à court terme. Autrement dit, si j'ai acheté la baisse du Mudang, et ben à x2, je prendrai déjà des profits, voire même je sortirai toute ma position. Le deuxième projet intéressant, c'est tout simplement le Book of Mem. Avec un market cap de 500 millions, cette fois-ci, on a une correction de 25% durant les dernières 24 heures. Et encore une fois, pour moi, on a une opportunité intéressante à court terme. Le troisième projet, c'est le Turbo. Celui-là, il est un peu particulier parce qu'il avait été lancé donc sur Twitter. Et en fait, la personne qui l'a lancé, elle demandait à la communauté et à l'IA quoi faire avec le token. Ça a été un token communautaire. Donc, il y a eu un fair launch. Les personnes ont pu rentrer dedans. J'avais un peu suivi l'histoire, même si je n'étais pas rentré dans le Turbo. Et donc, la communauté qui est derrière le Turbo, elle est extrêmement soudée vu que, en fait, c'est toute la communauté de départ qui sont un peu les fondateurs. Là, encore une fois, on a une correction de 23%. Et pour moi, le turbo, il pourrait bien performer et faire également x3, x4 durant les semaines à venir. Le projet suivant dans les mêmes coins, c'est le Chill Guy. Celui-là, vous l'avez vu partout. Il y a eu une grosse trend sur les réseaux sociaux. Il a été lancé relativement récemment, donc au mois de novembre. Et là, à l'heure actuelle, il est autour des 295 millions de dollars. Il a également été listé sur pas mal de plateformes et j'ai même vu crypto.com qui le mettait directement dans leur pub. Le Chill Guy, c'est un gros mème sur lequel il y a des publications tous les jours. Et pour moi, encore une fois, il a un bon potentiel de x4, x5. Maintenant, le suivant, qui est un des plus intéressants de la liste, c'est tout simplement le BRET. Tout simplement parce que c'est le même coin principal de la blockchain de Base. Et ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, hein, mais selon moi, Base, ils vont lancer leur token natif début 2025. Et on aura également une explosion de l'utilisation de la blockchain. On a vu quand même qu'il y a pas mal de gens qui tradent les mêmes coins qui ont été attirés par Virtuals et par les différents mêmes coins qui sont lancés sur Virtuals. Et étant donné que le BRET il a la top position, et ben pour moi il pourrait bien performer, aller chercher même un market cap autour des 10 milliards de dollars durant le cycle en cours. À l'heure actuelle, on est autour des 1,5 milliard et là je mettrais un potentiel de x6, x7, voire même peut-être plus. Ensuite, le même coin suivant, c'est le Dog with Hat, qui a réellement marqué le secteur des memecoins, notamment sur Solana. Cette fois-ci, il y a également une grosse communauté, comme tous les projets memecoins que je vous présente, et on a eu une correction de 22%. En termes de potentiel, je vois bien le Dog with Hat faire un x3, x4 durant le cycle. Et ça, malgré le fait qu'il a déjà un très gros market cap. Mais personnellement, j'entrerai pas dans ce projet parce qu'il y a plus intéressant. D'ailleurs, en parlant de plus intéressant, on a le Goatseum Maximus. Là, c'est un des memecoins qui est venu avec l'émergence des memecoins IA. Et c'est d'ailleurs donc le leader des memecoins IA. Avec un market cap de 500 millions, pour moi, celui-là, c'est un de ceux qui a le plus de potentiel dans la liste. Et ça m'étonnerait pas de voir un x8, x10 sur le GOAT. Très grosse communauté derrière. Et en tant que leader en fait, du narratif des memecoins IA, il va selon moi capter pas mal de parts de marché, notamment avec des projets comme Virtuals qui continuent de faire parler d'eux. D'ailleurs, en parlant de Virtuals, il y a un des memecoins dessus qui est le AXBT. Et cette fois, sur la semaine, il a corrigé de 37% avec un market cap de 160 millions. Moi, je pense qu'il peut pas mal performer durant les semaines à venir. Maintenant, en termes de cible, c'est plus compliqué à dire. Et là, on se placerait plutôt sur un achat à court terme.